J'appelle les participants de notre première table ronde qui s'appelle l'ingérence du régime russe en Europe et la montée des forces d'extrême droite, ou devrais-je peut-être dire des extrêmes, en France et en Europe. Et il nous paraissait très important de traiter ce sujet parce que les réseaux du Kremlin et l'influence du Kremlin se répand bien au-delà des frontières de la Russie. La table ronde sera modérée par Cécile Vessier, professeure des universités en études russes et soviétiques. Et nous avons donc avec nous Rudi Reichstadt, politologue, écrivain et fondateur de Conspiracy Watch, Tristan Mendes France, chroniqueur, essayiste, réalisateur français et observateur de l'extrême, Antoine Bernard, directeur de plaidoyer de Reporters sans frontières, David Chavalarias, directeur de recherche au CNRS, et nous devions avoir Constance Legris, qui doit arriver bientôt. Ça marche ça? Alors, bonjour à tous, merci d'être là. Merci à Russie Liberté de nous avoir invités et de consacrer cette table ronde. Alors, à des choses différentes, puisqu'au départ, un petit peu différentes dans le sens où, au départ, dans le titre de cette table ronde, il était question de désinformation, ce qui a disparu du titre, mais en tout cas des ingérences politiques de la Russie et la désinformation en fait bien évidemment partie, et donc de la montée, oui, de l'extrême droite et aussi des extrêmes. Je remarque tout de suite que parmi les gens tout à fait brillants et tout à fait compétents qui sont rassemblés autour de cette table, il n'y a pas de Russes, il n'y a même pas, excusez-moi messieurs, de russophones. C'est-à-dire que des gens sont arrivés à la désinformation du Kremlin sans s'intéresser en premier lieu au Kremlin. C'est-à-dire, moi, c'est un peu différent. C'est-à-dire, quand j'ai publié en 2016 un livre qui s'appelait « Les réseaux du Kremlin en France », ce qui m'intéressait, c'était la situation en Russie et son impact que je voyais se développer en France. Là, on a des gens qui partent de prémices différentes et qui en arrivent à dire « mais on voit le Kremlin, on voit l'influence russe ». Et il serait absolument... Il y a des journalistes russes qui ont fait et qui font chaque jour un excellent travail pour démonter la désinformation, pour démonter les fakes, ils ont été les premiers à montrer que, par exemple, il n'y avait pas d'enfants crucifiés dans le Donbass. Ils ont été les premiers à montrer que, oui, il y avait des militaires russes envoyés dans le Donbass. Je veux dire, et ça continue. Je pense à des Insiders, par exemple, qui fait un travail remarquable. Je pense à toute l'équipe de Bellingcat. Donc, il y a des gens qui travaillent en Russie, des Russes qui travaillent maintenant dans les migrations sur ces questions. Et je pense qu'il est essentiel de collaborer, de travailler ensemble pour avoir, je dirais, aussi, d'une part les deux côtés, et d'autre part pour avoir des trucs qui sont aussi inscrits dans l'histoire des médias soviétiques et russes et qu'on n'a pas forcément en Occident. La désinformation, la propagande, pour partir de là, c'est quoi? C'est ce qui fait que, par exemple, vos grands-mères ont été convaincues de la nécessité de bombarder l'Ukraine. Vous le savez tous, si vos grands-mères sont devant la télévision officielle toute la journée, ou vos grands-pères d'ailleurs, elles en arrivent parce que la haine a été développée sciemment depuis 10 ans en Russie et sur les chaînes, on en parlait tout à l'heure, et sur les chaînes russophones qui continuent, malgré les sanctions, à être accessibles depuis l'Occident. Et on les a convaincus
que les Ukrainiens étaient des nazis, que l'OTAN s'apprêtait à attaquer la Russie et était une menace, et que donc il fallait qu'ils se défendent. C'est aussi ce qui fait qu'en Occident, Poutine est vu par certains comme un homme fort. Et ceux qui étaient hier présents quand Ilya Yashin a parlé, et il a dit, un journaliste me pose la question, que diriez-vous à ces Occidentaux qui disent oui mais Poutine c'est un homme fort, c'est un officier, et Yashin a dit très simplement non, c'est un homme faible, c'est un lâche, sinon il n'aurait pas besoin d'enfermer ses opposants, de les faire condamner à des peines de 10 ans de prison. Donc pourquoi effectivement des gens tranquillement, je dirais en Bretagne ou dans le sud de la France croient que, ou en Afrique, dans toute l'Afrique maintenant, pensent que Poutine est un boss qui vraiment, je dirais, un homme, un vrai, qui monte sur son cheval et sur un tigre, parce qu'il y a cette propagande. Et sur un ours aussi. Donc on a beaucoup travaillé déjà en Occident sur la désinformation, sur les ingérences soviétiques et sur le soutien que l'Union soviétique apportait très classiquement au PCF, puisqu'elle finançait le PCF. Et ça a été démontré par la presse russe, encore soviétique, à peu près vers 1990-1991, où tous ces documents ont été publiés. Mais finalement, elle soutenait aussi la droite gouvernementale et Valéry Giscard d'Estaing, où elle était très contente de le voir gagner face à Mitterrand. Et elle soutenait aussi des forces terroristes dans le monde. On a de plus en plus d'informations et de témoignages. Par exemple, la Rote Armee Fraktion, qui faisait des attentats en Allemagne et en Occident, et qui était soutenue, financée par la Stasi, soutenue et financée par le KGB soviétique. Donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas avoir une vue trop simpliste en se disant ils soutiennent uniquement, je dirais, des partis russophones, ils soutiennent uniquement le Rassemblement national. C'est beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant que cela. Et effectivement, de nouveau, la question se pose de la désinformation et des mesures actives russes en Russie et ailleurs dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a une désinformation en Russie qui est en cours depuis plus de 10 ans. Il y a une désinformation partout ailleurs, et pas simplement ça. Quand on voit, je pense que tu nous en parleras, l'histoire des Mains Rouges, par exemple, sur le bâtiment de la Shoah ou des étoiles de David sur certains bâtiments, il s'agit de quoi? Il s'agit de semer le conflit, de semer la haine entre les communautés, y compris en France. C'est-à-dire que la guerre est aussi en Occident, même si elle n'est pas la même que celle qui se déroule en Ukraine. Et ça, il ne faut pas avoir de doute là-dessus. C'est une guerre qui a lieu actuellement, où la Russie a plusieurs objectifs. D'une part, convaincre de la véracité de ses narratifs, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des nazis en Ukraine ou pas? Bon, elle veut nous convaincre que oui. Pourquoi? Pour obtenir que les sociétés occidentales soutiennent le Kremlin et disent mais qu'est-ce qu'on va faire en Ukraine? Elle veut aussi, l'exemple que je viens de donner le prouve, promouvoir le désordre, favoriser les conflits, affaiblir, susciter des disputes et des ruptures au sein de nos sociétés, au sein de l'Union européenne et entre alliés occidentaux. Et elle veut placer ses pions, y compris certains partis au pouvoir. Et vous arrivez juste à la bonne minute, Madame la députée. Donc, dorénavant, vous voyez, c'est comme au théâtre, c'est merveilleusement organisé. Donc, dorénavant, cette étude de la désinformation, des mesures actives, des influences, est redevenue un champ scientifique. C'est aussi un champ médiatique dans lequel interviennent, on le voit ici, pas mal de journalistes. Je signale, parce qu'elle était là hier, le dernier livre qui est paru sur le sujet, qui est le livre de Elena Voloshin, sur justement la façon dont on a endoctriné les Russes pendant 10 ans. Et puis c'est devenu une question politique. Vous voyez le timing. C'est-à-dire, donc je salue Madame Le Grip, qui est députée à l'Assemblée nationale
et qui, surtout, a été rapportrice d'une commission qui s'est tenue à l'Assemblée nationale l'année dernière, au printemps dernier, et qui était consacrée aux ingérences étrangères visant la vie démocratique de la France, son économie, ses savoirs, ses médias et relais d'opinion. Alors ça, c'est le premier tome. Le deuxième est là, impeccable. Donc, alors, de quoi s'agissait-il? J'explique notamment pour ceux qui viennent d'arriver, je dirais, en Europe occidentale et en France. Des députés représentant plusieurs partis, de manière pas toujours très harmonieuse, se réunissaient et ont passé des semaines à auditionner, des fois pendant plusieurs heures, des personnalités politiques, Madame Le Pen, Monsieur Mariani, des experts, dont moi, donc si vous voulez, j'ai vu ça de l'intérieur, des spécialistes, je dirais, de ces questions, des spécialistes des services secrets français, alors ça je crois que c'était les seuls qui étaient en huis clos. Tout a été, et allez voir sur le site de l'Assemblée nationale, tout était public dans le sens où toutes les auditions, qui duraient parfois 2 heures, 3 heures, sont retransmises sur le site de l'Assemblée nationale. Vous pouvez aller les écouter. En fait, je me suis rendu compte avec étonnement que c'était extrêmement vu et écouté. C'est riche d'enseignements, c'est riche de témoignages. Il faut savoir que quand on va témoigner, on prête serment. On est protégé, je dirais, sauf si on ment sciemment, mais je dirais on est sous, on peut dire ce qu'on veut sans craindre les problèmes judiciaires, ce qui est très très appréciable. Et à l'issue de ça, a été publié donc les 2 tomes, je vais essayer de piquer le deuxième, les 2 tomes du rapport rédigé par Constance Le Grip. Et ce rapport déclare notamment, alors je vous donne juste quelques petites indications et sur lesquelles va réagir Madame la députée. Premièrement, la Russie est la principale menace pour les démocraties occidentales en termes d'ingérence. Donc ça, il va falloir un peu nous le justifier. Au départ, la Commission ne s'intéressait pas uniquement à la Russie. Elle s'intéressait, elle regardait aussi le Qatar, le Maroc, j'ai découvert avec étonnement. Certains disaient non, l'ingérence, c'est une ingérence américaine. La conclusion noir sur blanc, la Russie est la principale menace pour les démocraties occidentales. Deuxièmement, la France est particulièrement exposée aux tentatives d'ingérence russe, y compris par naïveté et passivité, par ignorance. Mais aussi, c'est dit noir sur blanc, à cause du recrutement d'une partie des élites. On est bien d'accord. Troisième point, le Rassemblement national, donc Madame Le Pen, est un cas particulier car il a des liens idéologiques et financiers, sous les impôts de vos grands-parents qui ont aidé à financer les campagnes du Rassemblement national avec la Russie poutinienne. Quatrièmement, il y a une guerre informationnelle, c'est le terme qui est utilisé, et qui se joue d'abord sur les plateformes numériques. Cinquièmement, d'autres moyens sont utilisés, dont les cyberattaques, dont d'autres encore, y compris le recrutement. Alors, et vous recommandez à la fin, donc vous exposez tout ça très longuement, en désaccord complet avec le président qui était Rassemblement national, vous lirez son introduction, je veux dire, on se dit, la démocratie a quelque chose de positif, mais je veux dire, c'était assez musclé. Et moi, je voudrais vous poser, alors je reviendrai vers vous en dernier, pour le dernier tour de table, sur les mesures, parce que vous proposez des mesures, qu'est-ce qu'on peut faire? Votre voisin propose aussi des mesures sur la façon d'utiliser les réseaux sociaux. Mais moi, je voudrais vous poser d'abord 3 questions, et vous répondrez ou vous répondrez pas, et dans le sens où vous voulez. C'est premièrement, vous en tant que députée française, pas forcément impliquée dans les questions russes, qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience de ces tentatives d'ingérence, y compris au sein des assemblées françaises, de l'Assemblée nationale et du Sénat? Si on doit citer des noms, on en citera. Deuxièmement, qu'est-ce qui vous a fait dire, à l'issue de ces auditions, de ces heures et heures d'audition, que les ingérences russes étaient les plus importantes et les plus dangereuses par rapport à la Chine, par rapport à d'autres?
Troisièmement, est-ce qu'on peut débattre aussi, et on en débattra, je pense aussi avec d'autres, de la question du Rassemblement national? Oui, ses liens avec la Russie poutinienne sont flagrants. À mon avis, il n'est pas le seul. Il va falloir élargir un petit peu, notamment quand on regarde sur le plan français, je dirais, avec Mélenchon, mais aussi sur le plan européen, avec différents partis, on se rend compte que oui, il y a les extrêmes droites, mais il y a aussi certaines extrêmes gauches qui sont très, très liées à la Russie poutinienne. Donc, si vous pouviez nous exposer cela, ça serait très bien. Vous avez la parole, Madame la députée. Merci beaucoup. Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Et je vous prie de bien vouloir excuser mon retard, mais j'avais été orientée dans une mauvaise direction. Ça arrive, même aux femmes de bonne volonté, de temps en temps, s'égarer sur un autre chemin. Merci, Madame Vessier, de tout ce que vous avez d'ores et déjà exposé. Et je dois dire qu'effectivement, votre audition par la commission d'enquête sur les ingérences c'était un moment particulièrement fort et particulièrement nourrissant, si je puis dire, hein, que nous avons écouté et ensuite lu, pour nous qui n'avez pas forcément tout lu, vos papiers et vos ouvrages avec beaucoup d'intérêt et de gourmandise. Si vous me permettez juste un rapide flashback sur le contexte politique et parlementaire dans lequel est née la commission d'enquête sur les gens étrangères, dont j'ai eu l'avantage et l'honneur d'être désigné rapporteur et qui a occupé 6 mois de ma vie entre janvier et juin 2023. C'est une commission d'enquête qui avait été demandée par le groupe Rassemblement national de l'Assemblée nationale. Hein. Il y avait eu toute une petite polémique qui connaissait des rebondissements divers et variés, qui à un moment donné, en septembre-octobre 2022, quelques semaines après le deuxième tour de l'élection présidentielle en France, avait à nouveau rebondi avec des accusations formulées, je dirais, sur le plan politique contre la fascination russe. Je reprends, je la cite, le titre du remarquable ouvrage d'Elsa Vidal, La fascination russe subie, plus ou moins allègrement subie par le Rassemblement national et les collusions et autres accointances. Et le Rassemblement national, le groupe Rassemblement national, Madame Le Pen, vice-président délégué Jean-Philippe Tanguy en tête, ayant été piqué au vif par le rebondissement de ces accusations qui traînent quand même depuis un certain nombre d'années, avait souhaité porter un coup fatal à ces accusations et en quelque sorte retourner l'accusation en faisant prévaloir à travers une commission d'enquête dont ils ont demandé la mise en place, que non, ils n'étaient pas ceux qu'on pensait qu'ils étaient. Et oui, il y a des ingérences étrangères de manière générale en France et tout le monde subit et d'autres sont complices de velléités, d'accointances, de relais, de proximité idéologique ou autre avec certaines puissances étrangères. Donc une tentative de blanchiment en quelque sorte. Donc c'est à la faveur de ce retournement de situation que, ayant pu obtenir d'être la rapporteure de la dite commission d'enquête, une fois que celle-ci s'est installée en janvier 2023. Je me suis bien sûr, avec l'ensemble des membres, c'est une commission d'enquête transpartisane qui s'est mise en place à la semaine, attelée à faire le point de manière très très précise, exhaustive, je dirais la plus honnête et la plus correcte possible, l'état de la menace et de l'état de la des ingérences étrangères diverses et variées à l'œuvre dans notre pays. Hein. L'idée, c'était de travailler sur notre pays, et même si on s'est un peu intéressé quand même à ce qui se passe ailleurs dans d'autres pays, parce que évidemment, et notamment nous avons regardé avec beaucoup d'intérêt et d'ailleurs auditionné les travaux de la commission spéciale qu'avait mise en place le Parlement européen et auditionné Raphaël Glucksmann et Nathalie Loiseau, qui ont beaucoup contribué également à enrichir nos travaux. Mais tant qu'à faire de travailler sur, encore une fois, très modestement, avec les quelques moyens dont dispose une commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères diverses et variées, qui sont réelles, qui sont toxiques, qui sont dangereuses et qui sont de véritables menaces pour notre état de droit, notre démocratie, la liberté de notre espace informationnel, notre modèle, tout simplement, libéral, de démocratie libérale et soucieuse de pouvoir permettre aux hommes et aux femmes qui y habitent d'exercer librement leur citoyenneté. Eh bien, j'ai trouvé intéressant
darder une partie de nos énergies et de ce fait écrire une partie de mon rapport sur le Rassemblement national, en quelque sorte ce qu'on peut journalistiquement un peu rapidement appeler l'arroseur arrosé, parce qu'il me semblait quand même intéressant de voir ce qu'était la réalité des accointances et des complaisances du Rassemblement national avec la Russie, et cela s'inscrit dans une très longue tradition, je le dis de manière assez me semble-t-il, objective, dans les quelques 40 pages, sur des centaines et des centaines de pages que je consacre au Rassemblement national dans le rapport, il y a une longue tradition d'amitié, de proximité idéologique, politique, culturelle, qui se nourrit de toute une histoire, je dirais, franco-russe, qui s'est installée dans l'extrême droite française, et dont Jean-Marie Le Pen, le premier, avait très précisément, très concrètement, à travers des relais amicaux, à travers des invitations, à travers des liens avec tel ou tel parti politique, notamment Russie unie, à travers évidemment aussi une proximité culturelle avec un certain nombre d'intellectuels, un certain nombre d'artistes très proches du régime, pour ne pas dire complètement dans le régime. Et tout cela s'inscrivait dans une tradition historique, encore une fois, de fascination russe et de proximité sur des sujets comme l'anti-américanisme, pourquoi ne pas le dire, la méfiance envers les États-Unis, envers l'OTAN, la volonté de voir le gaullisme, n'est-ce pas, souvent mal compris, surinterprété, mal interprété, voire exagérément gonflé, la recherche de la troisième voie, la France qui ne serait inféodée ni à Washington ni à Moscou, mais qui développerait une propre politique internationale, une propre vision du monde, et cette vision du monde très continentale serait plus eurasiatique, eurasienne que atlantique, par exemple. Je fais très court et un peu caricatural, mais il y a cette longue tradition, et qui à un moment donné, s'agissant de Jean-Marie Le Pen et de l'un de ses micro-partis, puisque l'une des spécialités de l'extrême droite française, du Front National puis du Rassemblement national, a toujours été de savoir organiser une myriade de petits satellites, d'organismes, de micro-partis qui travaillent avec des sociétés de communication, avec des agences de communication institutionnelle, lobbying, enfin tout ça entretient un réseau et une myriade de gens qui se financent, qui s'autofinancent, qui d'ailleurs quelquefois se livrent à des fraudes et à des escroqueries. Tout cela n'est pas de la diffamation, c'est documenté et condamné par la justice. Mais donc l'un des micro-partis qui finançait les activités politiques de Jean-Marie Le Pen, qui s'appelle de mémoire Cotelec, avait contracté un premier prêt auprès de la Russie. Donc voilà, il y a cette longue histoire qui est quand même assez étayée de liens culturels, historiques, politiques, de proximité, pour toutes les raisons qu'on vient de dire. J'ai certainement oublié plein de raisons. La défense d'un certain Occident, la défense des chrétiens d'Orient, la défense des valeurs traditionnelles et chrétiennes, etc. Blablabla, blablabla. Et déjà un premier lien financier à travers l'acceptation, à l'époque c'était encore possible, la législation française le permettait encore, d'un premier prêt russe pour financer quelques activités. Et puis tout cela, dès l'accession à la présidence du parti qui s'appelait encore le Front National de Madame Le Pen, a connu un vrai développement organisée, méthodique, de construction de liens politiques, d'invitation. Madame Le Pen s'est rendue un nombre incalculable de fois à Moscou, à le chercher, c'est une autorité publique avec beaucoup d'ardeur et de persévérance à pouvoir rencontrer Vladimir Poutine, ce qu'elle a fini par obtenir tout juste quelques semaines avant l'élection présidentielle de 2017, de mémoire. Et puis beaucoup de déplacements de députés européens, de députés français, un maillage politique, territoriale, tant au sein du Parlement européen qu'au sein de l'Assemblée nationale française, à travers des relais, à travers des organismes, à travers des proxys, on pourrait dire, le dialogue franco-russe, par exemple, d'autres cénacles, où des gens comme Jean-Luc Schaffhauser, Émeric Choprade, Thierry Mariani, que vous citiez, et bien d'autres ont œuvré à peine dans l'ombre, pour certains de manière très évidente, d'autres dans l'ombre de Madame Le Pen. Philippe Olivier, son beau-frère, l'époux de sa sœur, s'est rendu, avant même qu'il ne devienne député européen, en Russie, a tenté de voir comment le Rassemblement national pouvait s'intégrer dans cette opération de regroupement et de rassemblement de toutes les forces d'extrême droite européennes qu'à un moment donné, Malofiev a tenté de mettre sur pied, ce qu'on a appelé le projet Alt interne. Enfin, vraiment beaucoup de renforcement sur le plan diplomatique, sur le plan humain, sur le plan organisationnel,
avec l'arrivée à la tête du Front National puis Rassemblement National de Madame Le Pen, jusqu'au prêt, jusqu'au fameux prêt. Jusqu'au fameux prêt. Et je crois, là, je me permets de vous interrompre. Bien sûr, bien sûr. Vous le démontrez, je dirais, très très clairement. Oui. C'est bien, c'est-à-dire que oui, le Rassemblement National agit avec la Russie, même si Mme Le Pen l'a nié la première. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui vous a fait dire au fil de ces éditions qu'il n'y avait pas, par exemple, la même chose? Allô. Monsieur Mariani essayait de vous convaincre, par exemple, que la même chose existait du côté des États-Unis. Qu'est-ce qui vous a fait dire non, c'est l'ingérence russe qui est vraiment une menace en France? Alors, je rebondis sur votre question. Effectivement, si j'ai écrit noir sur blanc que c'est l'ingérence russe qui est la plus directe et la plus menaçante au jour d'aujourd'hui, c'est tout simplement parce que c'est ce qu'ont dit les deux chefs des services de renseignement que nous avons auditionnés, Nicolas Lerner, qui était à l'époque à la tête de la DGSI, et surtout Bernard Hémier, qui était à l'époque à la tête de la DGSE. Certes, vous l'avez dit, Madame Vessier, leurs deux auditions devant la commission d'enquête se sont déroulées à huis clos, mais l'intégralité, puisqu'ils l'ont accepté, de leurs propos, très légèrement caviardés, mais très légèrement seulement, croyez-moi, ont été rendus publics et sont dans le fameux tome 2 dans lequel il y a l'intégralité des comptes rendus. Et donc on peut trouver très précisément tout ce qu'on dit. Et croyez-moi, c'était la première fois qu'ils parlaient aussi longuement et de manière aussi exhaustive sur l'intégralité des menaces et des ingérences à l'œuvre dans notre pays. Ces messieurs, donc Nicolas Lerner et Bernard Hémier, n'ont pas mâché leurs mots. Et c'est clairement de leur part, ils n'ont pas parlé que de la Russie, loin de là, mais clairement la Russie et la Chine ont été identifiés par eux comme les principales menaces. Et s'agissant de la Russie, cette ingérence, elle est réelle, elle est précise, elle est factuelle, elle est documentée, que ce soit en Afrique, que ce soit au sein du Parlement européen, que ce soit à travers ce relais particulièrement, je dirais, complaisant et plein d'acquaintance et de collusion qui est le Rassemblement national, à travers un relais systématique des prises de position diplomatiques, des prises de position internationales, de manière persévérante, continue, complaisante, mais surtout extrêmement organisée entre le régime poutinien et le Rassemblement national. Et je voulais également répondre à votre première question, j'avais mis ça, qu'est-ce qui m'a amené, moi, à m'intéresser à ce sujet, sans être une spécialiste de l'histoire de la Russie ou de l'histoire de l'Union soviétique. J'ai été membre pendant 8 ans, avant que d'avoir la chance et l'honneur d'être député à l'Assemblée nationale élu en 2017, membre du Parlement européen pendant 8 ans. Et au Parlement européen, je me suis rendu compte, en discutant beaucoup avec des collègues polonais, tchèques, slovaques, baltes, bien évidemment, à quel point leur pays était, peut-être que je n'avais pas, dans mes vies antérieures, autant pris conscience de cela, en tout cas pas autant qu'eux, à quel point leur pays au pluriel, était en première ligne dans la défense d'un certain nombre de valeurs européennes, démocratiques, libérales, et à quel point eux subissaient encore leur pays, leur parti politique, leur presse, leur espace informationnel, leur cyberespace, leur régime, à certains égards, subissaient encore quotidiennement des formes d'agression russe et d'ingérence russe. Et ça m'a vraiment, cette dimension européenne, à travers des pays qui étaient sortis de l'orbite soviétique, avaient bataillé pour sortir de l'orbite soviétique, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur cette réalité-là. Elle existe, elle est là, elle est présente en Europe, et dans les travaux que j'ai pu faire au sein du Parlement français, sans être directement, pour ce qui me concerne, ciblé par un certain nombre de choses, j'ai pu me rendre compte de certaines réalités également. Alors, le Rassemblement national, c'est méthodique, c'est organisé, c'est documenté, c'est à la fois effectivement un relais de position internationale et diplomatique russe assez constant et une attention, je dirais, simultanée et réciproque. J'en veux pour preuve l'audition que nous avons eue de Madame Le Pen tout à la fin du cycle des auditions au mois de mai 2023. C'était la dernière personnalité auditionnée. Madame Le Pen avait toujours fait savoir qu'elle ne se déroberait pas si la commission d'enquête l'auditionnait. Donc nous avons fini par la convoquer. L'audition a duré 4 heures. C'était un exercice assez éprouvant à bien des égards. À peine l'audition de Madame Le Pen terminée et les propos
public, puisque cette audition était retransmise en direct sur LCP et sur le site de l'Assemblée nationale, à peine les propos de Madame Le Pen sur la Crimée, redisant ce qu'elle avait toujours dit, qui n'était pas une surprise pour nous. La Crimée est russe, a toujours été russe, il y a eu un référendum, il n'y a pas eu, où les citoyens se sont très librement exprimés, bien évidemment, pour le rattachement à la Russie, il n'y a pas eu d'invasion, etc. Enfin, tout ce que l'on sait qu'elle a déjà dit dans plein de médias à de très nombreuses reprises. À peine ces propos réitérés, de mémoire c'était le 24 mai, lors de son audition par la commission d'enquête, des agences de presse, différentes agences de presse russes, faisaient des communiqués, rendaient publics sur différents réseaux sociaux, une dépêche de l'agence TASS, etc., le fait que, auditionnée, Madame Le Pen avait réaffirmé, bien évidemment, qu'elle elle touchait du doigt une réalité historique et politique absolument incontournable qu'elle reconnaissait, elle, leader d'un grand parti politique français, à savoir la Crimée est russe, n'a jamais subi d'invasion et tout s'est toujours déroulé pour le meilleur des mondes entre la Crimée et la Russie, bien évidemment. Donc là, vraiment, je pense qu'on a touché du doigt à quel point, à quelques minutes, l'attention des uns et des autres pour les propos des uns et des autres, et donc là en l'occurrence les propos de Mme Le Pen, étaient jugés tellement importants et tellement dignes d'être puissamment relayés, tant vis-à-vis de l'opinion publique russe, en interne qu'en externe. Ce qui a vraiment permis, je pense, d'illustrer clairement ce que j'ai employé comme expression qui a fait couler un petit peu d'encre, l'expression courroie de transmission. Sur les financements, on a tout écrit. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Des enquêtes sont en cours sur un certain nombre de sujets. D'autres... voilà. Parce que les sous sont pas forcément en France. Non, mais c'est quand même intéressant de savoir, parce que tout le monde n'avait pas forcément présent ça à l'esprit, et certainement pas au sein de l'Assemblée nationale, qu'il y a une créance de la First Czech Bank qui s'est baladée ensuite à une petite société spécialisée dans la location de véhicules dans la banlieue de Moscou qui s'appelle Conti, puis qu'ensuite la créance s'est retrouvée dans les mains d'une société russe faisant partie du complexe militaro-industriel russe qui travaille notamment pour la Syrie, qui s'appelle Aviashaft, voilà, qui n'est pas une banque, mais qui s'est retrouvée propriétaire de la créance. Enfin, il y a eu quand même toute une série de choses et quand même quelques petites interrogations et d'autres prêts également, mais je ne peux pas en dire plus, parce qu'il y a un autre prêt pour lequel il y a un processus judiciaire qui est en cours. Pourquoi est-ce que l'on n'a pas pu, en 6 mois, nous pencher avec autant de temps et d'énergie sur, par exemple, les accointances entre la Russie de Poutine et l'extrême gauche? Ça a semblé... plus difficile parce que moins documenté et plus difficile à investiguer. C'est sûr que si nous avions pu aller au-delà des 6 mois, 6 mois en réalité, ça veut dire 5 mois de travail, d'audition et puis 1 mois d'écriture de rapport, nous aurions certainement eu plaisir à aller au-delà du Rassemblement national vers des formations politiques. Voilà. Et puis, voilà. Il y avait également, pourquoi ne pas le dire très franchement, comme c'était une commission d'enquête qui avait été demandée par le Rassemblement national, l'envie de mettre à mal la stratégie de blanchiment et de virginité retrouvée qu'avait prôné le président de la commission d'enquête, Jean-Philippe Tanguy, et Madame Le Pen. Mais tout cela nous a permis aussi de voir que les liens partout en Europe sont extraordinairement avérés, documentés, et que cela continue. Il faut regarder les votes au Parlement européen, il faut regarder les votes à l'Assemblée nationale, sur des résolutions appelant à renforcer le soutien de la France à l'Ukraine, par exemple. Cela ne s'arrête pas. Merci Madame la députée. Je reviendrai vers vous pour les moyens de combattre cette ingérence. Donc ça a été très très bien démontré dans le cas du Rassemblement national. Je rappelle, parce que vous le dites vous-même dans votre rapport, que lors de l'élection de 2017, on avait Monsieur Fillon qui, lors de votre audition, a dit qu'après tout il était libre d'aller vendre des rillettes sur la place rouge. Il y avait Monsieur Mélenchon qui a défilé à Moscou avec le Besmertny Polk, là, le régiment immortel, et on avait Madame Le Pen, donc si vous voulez, on avait quand même beaucoup d'amis, je dirais non pas de la Russie, on est bien d'accord, mais de Monsieur Poutine. Alors là, donc encore une fois, on reviendra vers vous pour les solutions. On va passer à une autre vision des choses, une vision différente qui est celle de, mais complètement complémentaire, de David Chevalier-Arias, directeur de recherche au CNRS, au Centre d'analyse et de mathématiques sociales de l'EHSS. Alors ça paraît très impressionnant, en fait il travaille sur des choses absolument passionnantes parce qu'il mélange une approche mathématique de l'utilisation des réseaux sociaux avec des données sociologiques, des données psychologiques.
Il a lancé en 2016 le projet Politoscope dédié à l'analyse des réseaux sociaux et du militantisme en ligne. Et il a publié en 2023 un livre que je vous recommande à tous, qui s'appelle Toxic Data, d'abord parce qu'il est plein d'humour et plein d'intelligence, comment les réseaux manipulent nos opinions, où il montre la façon dont fonctionnent les réseaux sociaux et dont ils nous manipulent. C'est-à-dire, ils nous manipulent par le biais, par exemple, des algorithmes. Mais ils sont aussi utilisés pour nous manipuler. Et on a l'exemple, alors vous en citez un, on en connaît d'autres. Quand vous dites, par exemple, je crois pour 200 €, la fabrique des trolls de Saint-Pétersbourg ou d'ailleurs peut organiser 2 manifestations aux États-Unis, une pro-islamisme, une anti-islamisme, le même jour, au même endroit, à la même heure, en se disant il va y avoir des heurts. On a un autre exemple, exactement la même chose, avec des suprématistes blancs et des défenseurs des droits des Afro-Américains. Ils se retrouvent le même jour, et ben oui, il y a conflit, il y a des blessés, et ça, vous dites, j'étais stupéfaite, ça coûte 200 € quoi, pour lancer cela. Donc, vous montrez... Ce qui m'a passionné, c'est que les réseaux sociaux suscitent de la frustration. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous passez 1 heure sur les réseaux sociaux, ben finalement, vous êtes moins content quand vous y êtes arrivé. Et du coup, on peut jouer sur vos émotions et sur ce sentiment de « ah oui, mais pourquoi j'ai pas assez de likes », etc. Vous montrez également que l'Internet, qui était censé ouvrir nos horizons et nous permettre de découvrir des points de vue différents, y compris géographiquement différents, génère aussi l'effet inverse. Ça crée, alors je n'expliquerai pas les termes, des bulles de filtre, des chambres d'écho, où les mêmes opinions se répètent en permanence, où se développe le complotisme et où la démocratie est mise en danger. Et au bout du compte, là où vous vous retrouvez complètement, c'est de se dire que, bon, on vit en France dans une démocratie qui peut connaître des problèmes, mais je dirais qui est souple, qui fonctionne, qu'on nous envie. C'est pas forcément quelque chose d'éternel, c'est pas quelque chose qui ne doit pas être défendu parce qu'elle serait super solide. Et ça, vous le soulignez, notre démocratie est fragilisée aussi par les réseaux sociaux. Et alors là, vous êtes le cas typique, c'est-à-dire vous partez d'exemples souvent américains, où vous commencez sur vous savez, l'arrivée là des types sur le Capitole après la défaite de Trump aux élections. Et finalement, vous en arrivez naturellement à parler de l'influence du Kremlin présente. Vous citez les Kremlin Papers, par exemple. Vous citez Sun Tzu, c'est bien sûr Sun Tzu qui est le livre de référence des services secrets russes. Et vous donnez des conseils très utiles à la fin pour que, individuellement, nous ne soyons pas manipulés par ces réseaux sociaux. Alors, moi, je vous poserai 3 questions, mais là encore, vous répondrez un peu comme vous voulez. Et notamment, vous n'avez pas, vous non plus, de présupposés sur le Kremlin, vous n'êtes pas obsédé par les Russes, le Kremlin, etc. Quelle est la place de l'influence du Kremlin dans ce que vous observez sur les réseaux sociaux et sur les conflits qui s'y créent? Quelle articulation faites-vous entre certains réseaux sociaux, par exemple, pour ne pas le citer, Twitter, la X, et des courants politiques occidentaux, et des théories néfastes. À la fin, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonnée. Donc, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction très complète et je suis vraiment très heureux de participer à cette table ronde. Alors, pour commencer, en fait, dans votre introduction, vous avez effectivement dit qu'aucun d'entre nous n'était ni russophone, ni ne partait avec l'intention d'analyser les ingérences du Kremlin, et c'est tout à fait mon cas, c'est-à-dire que donc je suis un scientifique au CNRS, je m'intéresse à la question de l'évolution des opinions en général et du rôle des infrastructures numériques sur cette évolution.
solution. Et en fait, assez vite, donc, je suis tombé sur le rôle du Kremlin. Alors, j'ai commencé ce projet, donc Politoscope, en 2016, sur l'observation du militantisme politique en ligne en France. Pourquoi 2016 ? Parce qu'il y avait eu le Brexit, il y avait eu aussi donc Trump qui faisait campagne, et il y avait déjà, en fait, au moment de sa campagne, des soupçons d'interaction avec Poutine. Il y avait des communications entre la Trump Tower et l'Alpha Bank. Il avait lui-même appelé Poutine à sortir tout ce qu'il pouvait comme dirt sur Clinton, etc. Et nous, on avait l'élection présidentielle qui arrivait un an après. Je me suis dit, il faut absolument avoir un observatoire pour voir ce qui se passe. Donc, on a lancé ça avec des collègues à l'Institut des systèmes complexes. Et en fait, on a observé donc le militantisme en ligne sur Twitter. Pourquoi Twitter ? Parce que c'était au cœur de la machine médiatique et en plus, il donnait les données. Donc, on a collecté plusieurs centaines de milliers de tweets par jour. Parfois, ça allait jusqu'à 2 millions. Et ça s'est jamais arrêté. Ça s'est arrêté en fait quand Musk a arrêté au printemps 2023, où il a coupé tous les accès pour éviter qu'on fasse de l'audit de Twitter. Et donc, on a 7 ans d'historique. On a 7 ans d'observation des communautés politiques, de leurs interactions, et on a vu, moi j'ai très rapidement vu, dans cette espèce de forêt ou jungle politique, l'émergence à la fois donc de groupes politiques traditionnels, comme on parlait tout à l'heure, le Rassemblement national, donc qui défendait les positions du Kremlin. Ce que vous appelez l'alt-right. Oui, mais après, en plus donc des partis traditionnels, cet alt-right qui est donc connu aux États-Unis, qui se définit comme ça, mais qui en fait s'est développé en une alt interne, comme vous l'aviez mentionné. Et ça, on peut le voir. Et donc, on a vu des communautés politiques, mais au sens très large. C'est-à-dire que, par exemple, on a dedans Florian Philippot, qui n'a pas vraiment de parti politique et qui n'a aucun poids dans les urnes. On a Asselineau, c'est la même chose, mais qui, en ligne, ont créé des communautés très puissantes qui, en fait, sont des caisses de résonance de la propagande du Kremlin. Et donc, je peux vous montrer juste quelques images pour vous donner une idée, parce que ce que je vais vous montrer, c'est que ça, on le voit vraiment avec les yeux, ça s'observe, après ça se quantifie, mais rien qu'on peut l'observer. Donc, si on peut montrer juste le premier, le transparent, le PDF. En gros, quotidiennement, on attrapait tous les échanges qui parlaient de politique sur Twitter. Twitter, c'est 10 millions de personnes à peu près en France, c'est une audience équivalente de TF1, mais surtout, merci, donc ça c'est très bien, mais surtout, c'est l'information sur Twitter est relayée aussi dans les grands médias. On a souvent des tweets, des verbatims à la télé, à TF1, dans tous les médias. Et puis, donc, c'est vraiment un endroit où se forme l'opinion. Et donc, par exemple, ça a commencé par exemple avec les Macron Leaks. Donc, si on voit la transparente d'après, on a pu observer au moment donc de ces fuites de documents au moment de la période de réserve. Donc, c'était 48 heures avant le vote du premier tour. Tout le monde s'accorde maintenant, enfin en tout cas les services de renseignement disent qu'a priori c'est le Kremlin qui a piraté ces documents donc de l'équipe de campagne de Macron et les a mis en ligne, et ça a été repris d'abord par donc l'alt-right américaine. Donc ici l'alt-right américaine, c'est les rouges là qui sont à droite. Ici, chaque point est un compte Twitter, et quand vous avez un petit fil, c'est en gros un retweet, un partage d'informations qui circule sur le réseau. Et donc, quand vous observez l'espace politique français à grande échelle et que vous demandez qui a relayé les Macron Leaks, eh bien, apparaît immédiatement 2 groupes, l'alt-right américaine à droite et l'extrême droite française à gauche, avec beaucoup de comptes suspendus. Et là, vous avez déjà donc et ils se sont activés pendant 48 heures pour essayer de monter en épingle cette idée et donc essayer de faire gagner Le Pen. Juste avant une ingérence directe. Juste avant le deuxième tour. Oui, c'était vraiment dans les 48 heures du deuxième. Une ingérence directe pour influer sur le résultat des élections. Exactement. Donc, j'ai pas le temps de le détailler, mais on a eu plein d'autres éléments qui montrent qu'il y a eu ingérence directe. Sur les forums, les participants disaient explicitement qu'il voulait favoriser Marine Le Pen. Et donc là, vous avez l'alt-right américaine, l'extrême droite française, qui travaille sur des documents mis à disposition du Kremlin. Donc ça, c'était une première séquence. Et en fait, ce genre de choses, on les a observées pendant plusieurs années. Il y a eu des choses pendant les Gilets jaunes, etc. Et ça correspond tout à fait donc à une doctrine générale, si on passe la transparente suivante, qui est donc le fait que... Et donc, si on regarde sur
5 ans ou 6 ans, donc entre 2016 et 2022, la structuration de l'espace politique au niveau global, au niveau national. Ici, donc, vous avez les couleurs qui correspondent aux partis politiques. La gauche est à gauche, la droite est à droite. La gauche est en rouge et la droite est en bleu. Plus on est foncé, plus on est dans les extrêmes. Et puis les petits filaments, c'est encore les partages d'informations. En 2016, on avait un paysage politique qui ressemblait à peu près à ce qu'on s'imagine quand on parle de l'Assemblée nationale à l'époque. C'est-à-dire on va de l'extrême gauche à l'extrême droite en passant par le centre, qui sont les deux grands piliers, LR et PS. En 2022, le paysage a complètement changé. Donc il y a eu des nouvelles communautés, donc notamment Macron qui est tout en haut, en rose, la communauté LREM, mais aussi en bas vous avez les communautés Renaissance, et puis vous avez une communauté qui fait le lien entre LFI et le bloc d'extrême droite, qui n'existait pas avant, qui avant c'était un tout petit noyau UPR Asselineau qui est aussi pro-Kremlin, pardon, excusez-moi. Ouais. Et donc cette communauté-là, qui est maintenant les leaders sont, donc je les ai déjà mentionnés, Florian Philippot, François Asselineau et aussi un petit peu Nicolas Dupont-Aignan, qui est a priori aussi infiltré de nombreux trolls du Kremlin, joue un rôle vraiment dans cet espace politique numérique, en fait en faisant la promotion de tous les thèmes clivants. Donc les gilets jaunes, le grand remplacement, l'opposition au pass vaccinal, le dénialisme climatique, on a pu le caractériser, et aussi donc pendant des élections se fait le relais de la propagande du Kremlin. Donc ça c'est vraiment, c'est apparu, c'est-à-dire que c'est pas que je me suis intéressé au Kremlin, c'est que j'ai vu cette chose-là arriver, et quand on m'intéresse à ce qui se dit dedans, donc c'est de l'antisystème. On amplifie les divisions et on défend les positions du Kremlin. Et peut-être juste pour finir, on peut montrer le film pour que vous ayez un peu une conscience de la manière dont ça marche. Donc en gros, on va... et ça c'est une citation que vous avez vu très rapidement d'un ancien du KGB qui est passé à l'Ouest. Donc dans ce film-là, vous avez l'implication donc sur Twitter des relais, des éléments de propagande du Kremlin. Donc il faut dénazifier, il y a des biolabs, etc. Donc vous voyez là on est le 13 février, donc l'invasion n'a pas encore eu lieu. Quelques jours avant l'invasion effective, il commence à y avoir des premiers signaux de gens qui disent en fait c'est l'OTAN qui est en train de provoquer la Russie, il faut bien que Poutine se défende, etc. Donc là, Joe Biden dit qu'il est convaincu qu'il va y avoir une invasion, et en face, évidemment, c'est démenti. Il y a même eu un premier là. Et puis là, l'invasion va avoir lieu, et là, vous voyez, chacun des points ici, c'est des gens qui ont relayé des éléments de propagande du Kremlin. Donc j'ai pris, il y a des régiments Azov, il y a le Führer blanc, il faut dénazifier, etc. Il y a énormément de fausses informations aussi qui circulent. Et vous voyez ici un réseau de propagande qui se déploie pour essayer de faire des contre-narratifs par rapport à ce qui va s'expliquer sur les vraies raisons de l'invasion de l'Ukraine. Et tous les usual suspects que moi je voyais depuis des années en fait, et se positionner sur des thèmes comme je l'ai déjà dit, donc les gilets jaunes, l'opposition à la vaccination, etc., se sont exprimés à cette occasion-là et ont relayé donc tous les éléments narratifs du Kremlin. Au total, si on analyse, donc je vais m'arrêter après, on a à peu près 15 millions d'utilisateurs uniques qui ont interagi avec notre dispositif d'observation. Sur ces 15 millions, sur la période de 2020-2022, on identifie à peu près 60 000 comptes qui ont participé de près ou de moins à relayer cette propagande. Ça ne veut pas dire que tous sont des propagandes du Kremlin. Il y en a qui ont peut-être été convaincus et ont relayé. Mais si on prend cette communauté de 60 000 comptes et on regarde où est-ce qu'elle est intervenue par ailleurs, eh bien, on voit qu'elle est contribution majoritaire sur l'opposition au pass vaccinal, contribution majoritaire sur la désinformation climatique, composition majoritaire sur le thème de l'anti-wokisme. Et donc, on a vraiment le profil type en fait des opérations du Kremlin, c'est-à-dire on va essayer de diviser la société en amplifiant tous les terrains de division, soit par la désinformation, soit même tout simplement en diffusant des opinions à grande échelle via différents canaux. Nous, on l'a vu sur Twitter, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Évidemment, ça se décline sur plein d'autres supports. Voilà, on pourra revenir après plus tard, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que je suis venu à cette question des ingérences du Kremlin parce que c'est ça qui a émergé dans notre dispositif d'observation. C'est pas du tout que je cherchais particulièrement ça. Même au début, je me suis dit, t'es un peu parano, pourquoi le Kremlin, c'est fini la guerre froide. Mais en fait, non, en me renseignant, et on s'en... Voilà. Merci infiniment. Et juste quand même, ma petite question, parce qu'en plus, elle va nous permettre de faire la liaison avec l'intervenant suivant. Et moi, ça m'a beaucoup dérangé, mais en plus, je sais que c'est vrai. Vous dites à un moment
que les entreprises de fact-checking, vérification de faits, tels que les décodeurs du monde, sont utiles, c'est-à-dire par exemple sur tous ces faits de désinformation sur le climat, sur les vaccins, sur les nazis en Ukraine, sur Azov, etc. C'est utile, mais c'est insuffisant pour enrayer les opérations d'ingérence électorale qui jouent sur la polarisation des électeurs. C'est-à-dire que quelque part, il y a une défaite de la rationalité en France. Parce qu'ils sont pas, vous le dites, les 60 000 comptes, ils sont pas tous payés. Bien sûr, complètement. Alors c'est pas qu'en France, ce serait un peu long à développer, mais dans ce livre-là, je détaille aussi le rôle des réseaux sociaux, donc, qui comme vous le dites, en général, favorisent l'émotion, par leurs différents algorithmes de recommandation, vont faire de la polarisation. Mais ce qui est important, c'est que ces réseaux sociaux, par leur construction, sont défaillants, donc ils génèrent de plus d'hostilité. Bon, ça, on peut le documenter. Mais par ailleurs, ils ont un modèle économique qui leur permet de vendre à des États comme la Russie de l'influence sociale. Il faut savoir que pendant les élections européennes et législatives, il y a eu des publicités russes, des milliers, qui ont touché 38 millions d'Européens, enfin qui ont eu 38 millions de vues dans celles qu'on a identifiées, donc il y en a peut-être plus, et qui visaient à dénigrer les gouvernements en place, notamment Macron, à favoriser Marine Le Pen et à décourager en disant il ne faut pas soutenir l'Ukraine. Vous avez eu des milliers de pages, donc des centaines de milliers d'euros dépensés, illégalement ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, a priori, on n'a pas le droit, surtout pour un État étranger, quand vous êtes une entreprise, de vendre à un État étranger pour faire de l'ingérence dans notre État. Bon. Donc ça, on l'a observé, on l'a quantifié, et en plus, les publicités qu'on a observées en temps réel au moment où ça s'est passé, ces produits, quelques semaines plus tard, on les a retrouvés dans une fuite de la Social Design Agency, qui est la nouvelle forme à troll du Kremlin, où on a retrouvé les mêmes images qu'on avait identifiées dans la régie publicitaire de Facebook. Donc il n'y a aucun doute sur le fait que c'était des publicités payées par le Kremlin. Mais donc ça, c'est les réseaux qui vendent. Et puis par ailleurs, donc des États comme le Kremlin, mais aussi la Chine, l'Iran, mais effectivement le Kremlin et le Parti communiste chinois sont particulièrement bons là-dedans, déploient énormément de faux comptes, d'intelligence artificielle qui pilotent des comptes, etc., pour faire croire qu'il y a des citoyens qui défendent telle ou telle cause. Et donc ça, c'est pas tellement vrai-faux. Vous pouvez dire, par exemple, je sais pas, Macron, jamais, il arrive même pas à défendre le Caillou, donc la Nouvelle-Calédonie. Comment vous voulez qu'il arrive à protéger le pays? Ça n'a pas vraiment de statut vrai-faux, c'est une opinion. Mais si vous diffusez ce genre d'opinion à très grande échelle pendant des moments clés, vous pouvez influencer des scrutins, tout simplement. Et c'est là où on se rend compte, vous savez, hier, il y avait une jeune femme qui a dit à un moment, les histoires de déportation d'enfants et d'adoption d'enfants ukrainiens en Russie, c'est aussi une question de corruption, c'est aussi une question d'argent versé aux uns et aux autres. C'est pas juste, je dirais, une sorte d'erreur de destination, c'est une question d'argent. Et la désinformation, les ingérences, c'est aussi une question d'argent. Et le Kremlin met effectivement beaucoup d'argent là-dessus. Et là, on est ennuyé parce que finalement, nous, on arrive avec nos faits. Alors, je vous présente Antoine Bernard, qui est directeur de plaidoyer de RSF. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'est un directeur de plaidoyer, mais en tout cas, il est chez Reporters sans frontières, qui défend les journalistes, y compris d'ailleurs les journalistes emprisonnés, et qui défend la presse et les médias, entre guillemets, mais j'y tiens, sérieux. C'est-à-dire pas les espèces de comptes créés au Kremlin ou en Chine qui vont vous dire n'importe quoi. Et RSF a signalé, alors je vais donner, je crois, un ou deux exemples comme ça, le 13 septembre 2024, il y a une vidéo qui circule partout depuis août. Alors août, tout le monde est en vacances, donc je pense que c'était pas un hasard non plus. Le 24 août. Et elle expose les soi-disant résultats d'une enquête de RSF. Donc vous voyez la vidéo, c'est RSF vous dit que oui, les militaires ukrainiens se trouvant en Russie, donc Koursk, sont d'obédience nazie. Et c'est au nom de RSF. Cette vidéo donc, est faite, se revendique d'RSF. C'est comme si RSF le faisait. Elle est reprise, bien sûr, alors ça c'est l'effet jet d'eau, par les représentants du ministère des Affaires étrangères russes un peu partout en Occident. Vous apparaissez dans cette vidéo, en star, sauf que le seul problème, c'est que RSF n'a pas fait cette vidéo. Vous n'êtes en rien pour cette vidéo et vous n'êtes en rien, vous ne soutenez en rien les propos qui sont tenus.
Et RSF, alors le temps de vérifier, a déclaré, c'est une opération, je vous cite, de blanchiment d'informations mensongères pour justifier le narratif de guerre de Vladimir Poutine. Il y a bien des nazis en Ukraine, sauf que ce n'est pas vous qui le dites. Et sauf que le temps qu'ils rentrent de vacances, qu'ils étudient la vidéo, qu'ils se rendent compte de ce qui se passe, et bien finalement il se passe 15 jours pendant lesquels la vidéo circule. Et ensuite, vous arrivez avec vos faits, nous n'avons jamais publié cette étude. Le Kremlin sait que cette information est fausse, mais l'a utilisée à des fins de propagande de guerre. Pire, les plateformes savent qu'elle est fausse, mais aucun des posts n'a été retiré. Donc ça veut dire que, effectivement, que le Kremlin mente, c'est une chose, on le sait, mais ça veut dire que les plateformes comme Twitter, on en revient là, ou d'autres, n'ont pas retiré des posts alors que vous aviez attiré l'attention de tous. Et vous dites, vous avez des mots très forts mais qui me semblent très justes, ce sont des méthodes de criminels dans le champ de l'information. Elles sont utilisées par le Kremlin, mais les plateformes se rendent complices. Et le problème, pour moi, il est là. C'est-à-dire les plateformes se rendent complices. Et là, vous voyez, je rebondis en fait sur ma question ici. C'est-à-dire que quand on essaie de former les gens à la désinformation et aux ingérences, la première chose qu'on leur dit, qu'on dit aux jeunes, qu'on dit aux étudiants, c'est regardez vos sources. Votre information, elle vient d'où ? Est-ce que, encore une fois, ça vient de je ne sais quel pro-Kremlin ou un site qu'on n'arrive pas à identifier? Ou est-ce que ça vient de RSF? Est-ce que ça vient d'un grand média? Est-ce que ça vient du Monde, etc. Or, désormais, on a un vandalisme du Kremlin qui fait que cette méthode n'est pas suffisante. Puisque le Kremlin donc, vous fait parler, en dépit de votre bon gré, là, et on en a beaucoup parlé, il y a eu des extraits de journaux. On avait l'impression que c'était des extraits du Monde, c'était des extraits du Parisien, qui circulaient, par exemple, sur Facebook. Et au départ, quand on scrolle comme ça en regardant vite, on a l'impression que c'est le vrai journal, sauf qu'en fait, c'est quelque chose qui a été fait par le Kremlin en dépit de toute légalité de quoi que ce soit. Donc, ce qu'on a appelé les doppelgangers. Donc, et les plateformes mettent un temps fou à réagir, c'est-à-dire qu'il y a des articles comme ça qui circulent encore. Hein, Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, moi, j'arrive tout de suite aux solutions de votre côté, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour former les gens à ce genre de pratiques de vandales, pour agir sur les plateformes? Est-ce que c'est la législation, l'éducation, bien sûr, mais ce n'est pas tout à fait suffisant? Et est-ce que vous pouvez nous parler au passage de ce Propaganda Monitor qui entend étudier les différentes propagandes et leur rôle dans le monde, et comme par hasard, la première saison est consacrée à la Russie parce que justement, c'est l'acteur majeur. Merci, bonjour à toutes et à tous, un très grand plaisir d'être ici à l'occasion du Forum de Russie Liberté. Alors juste une petite précision supplémentaire sur cette fausse vidéo. On appelle ça du typo-squatting, de l'imitation typologique de sites internet. Et il y a deux signalétiques qui sont imités. La première, c'est celle de la BBC, puisque cette vidéo nous est présentée comme un reportage de la BBC, faisant état d'une enquête de RSF. Et donc là, c'est la deuxième typo-squatting, puisque la signalétique d'RSF est instrumentalisée. Et pour RSF, en effet, j'ai le grand plaisir d'être mis à l'honneur dans cette pseudo-enquête de RSF. Et ils ont utilisé de vraies photos de moi. En particulier en juillet, je suis allé rencontrer des ministres polonais de la justice et de l'intérieur pour préparer la présidence polonaise de l'Union européenne à partir du 1er janvier 2025 sur les sujets dont on discute aujourd'hui. Et donc, ils ont repris certaines des photos de moi avec ces ministres pour la mettre en scène dans cette vidéo. Alors, c'est tristement banal. Simplement, je m'en réjouis presque parce qu'RSF se trouve doté avec cette histoire d'un intérêt à agir, j'entends au plan judiciaire, d'autant plus grand. Je vais vous en dire plus dans une seconde. Mais cette vidéo, on en a pris connaissance le 24 août. Elle émanait en particulier de quelques comptes sur X et finalement, elle avait l'air de vivoter.
mais véritablement ce qui l'a amplifié, et on a fait une enquête sur cette histoire, ça nous a d'ailleurs pris 2 semaines, et on a publié notre enquête 2 semaines et demie après le 24 août, elle est accessible sur le site de RSF, c'est très simple. Il y a d'ailleurs une vidéo, on a aussi tourné une vidéo autour de notre enquête. Et donc ce qui a vraiment boosté cette vidéo, ça a été son étape de blanchiment numéro 1, c'est-à-dire son instrumentalisation par la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, puis sa reprise, elle a été retweetée par sur les comptes X de 2 ambassades du Kremlin, l'une à Sofia et l'autre à Santiago du Chili. Fait intéressant, l'une de ces 2 ambassades du moins fait partie des 5 comptes X sur les 12 que nous avons identifiés, qui sont certifiés, je mets beaucoup de guillemets autour de certifiés, par X avec le petit oiseau bleu, c'est-à-dire qu'elles sont censées être intègres. En réalité, on sait désormais, comme vous savez, depuis le rachat par Elon Musk, que cette certification n'est pas une certification, mais simplement le résultat d'un paiement par le titulaire du compte. Bon, voilà. Ça, c'est des données. Cette vidéo atteint le million de vues désormais. Alors, c'est pas 150 millions, mais ça fait quand même du monde, et surtout ça dépend où elle est vue, par qui elle est vue, et surtout, et là j'en viens à la question sur la suite et sur les solutions, et surtout pour l'instant, à date, elle reste, et ça n'est pas faute, et on a décidé à RSF évidemment d'activer à dessein l'ensemble des voies de recours disponibles, et en particulier ceux créés par la nouvelle législation européenne sur les services numériques, celle, Constance Le Grip, bonjour, dont la commission d'enquête disait, on en avait discuté au moment de votre audition de Christophe Deloire, qui est décédé en juin, qui était notre secrétaire général à l'époque, la commission disait, est-ce qu'il faut aller au-delà du DSA, de la législation européenne sur les services numériques? Au fond, on verra à l'usage. Mais nous disons, et nous dirons demain jusqu'à l'obtenir, jusqu'à arriver à convaincre, oui, il faut aller beaucoup plus loin. Parce qu'au fond, nous avons sur cette vidéo suivi 12 procédures parallèles fondées sur le DSA. 12 procédures parallèles. La première étape de la procédure instaurée par le DSA, c'est la notification. Nous avons notifié à X, Twitter. Réponse, ah non, ça ne viole pas les conditions générales d'utilisation. Donc nous avons utilisé la procédure d'appel. Nous avons donc réclamé, fait les 12 réclamations. Même réponse. L'étape suivante est inexistante pour l'instant puisque ce serait devant l'instance d'arbitrage qui vient d'être créée à Dublin en Irlande et où il n'est pas là. L'étape suivante serait de passer par... Bon, pour l'instant, il ne se passe rien. Et au fond, ça n'est pas surprenant. Le DSA, qui a l'immense mérite de combler un vide sidéral de responsabilité, c'est-à-dire qui instaure un régime, qui vient contrer un régime libéral d'impunité de ces plateformes, qui est en vigueur depuis 1996, depuis une grande loi américaine sur le sujet, le Communication Decency Act. Le DSA arrive pour contrer ça, mais il est très mou du genou. Le DSA, ce qu'il dit aux plateformes, c'est... mettez en place les moyens pour répondre rapidement aux utilisateurs qui vous questionnent. C'est tout. C'est tout. Là, il se trouve que Twitter X, sur ses conditions générales d'utilisation, dit « Ah ben c'est pas bien d'usurper l'identité quand on crée un compte. » Quand on crée un compte, mais là les 12 comptes en question ne viennent pas usurper notre identité, ce sont pour l'essentiel des inventions, enfin on a enquêté sur tout ça avec Bloom, mais au fond, les conditions de Twitter ne sont pas violées. Deuxièmement, c'est pas bien en effet, c'est pas bien du tout, de poster des tweets discriminatoires, etc., etc. Mais là, au fond, c'est pas de ça qu'il s'agit. On est dans de l'invention pure et simple, présentée comme de l'information, et qui va donc influencer des comportements de tous celles et ceux qui ne sont pas en mesure, ou font pas gaffe, et prennent pas la distance nécessaire. Donc c'est vraiment une industrie de l'usurpation fondée sur l'instrumentalisation de l'information. On fait comme si.
On fait comme si c'était du média. Alors ça, c'est la première grande branche de l'usurpation. La deuxième grande branche, c'est le média, mais qui est un média d'État, de propagande, je pense à RT, et qui va faire comme s'il produisait de l'information, se revendiquer comme faisant de l'information, pas comme faisant de l'opinion, comme faisant de l'information, soi-disant, hein, pour en réalité faire de la propagande. Et à ce propos, je glisse juste ici, je vous invite à aller maintenant, tout de suite, sur Google, taper RT, et en 2 clics, RT qui est sous sanction hein, de l'Union européenne, qui est censée être désormais interdite. Allez-y, tapez 2 clics, vous accédez au site de RT en français, ici, à la mairie de Paris-Centre, Paris, France, Europe. On a déposé un recours il y a 10 jours devant l'Arcom sur le fondement de la nouvelle loi SREN, là, vous savez, sécurité de l'environnement numérique, l'article 14, qui est en vigueur, hein, pour dire à l'Arcom, faites quelque chose. Donc en effet, ils vont faire quelque chose. Malheureusement, on a rencontré l'Arcom, on les rencontre souvent, et on a malheureusement l'habitude qu'ils se pressent lentement. Donc on leur a dit, peut-être pressez-vous rapidement, parce que ce qu'on constate, c'est vraiment une industrialisation de ces pratiques. Alors, Cécile, la question c'était que faire? Je vais très vite, quelques points. Parce que nous, on fait tous azimuts, et à commencer par, et ça c'était la première recommandation de la commission d'enquête, en fait c'était ça le sens, et c'était top, merci beaucoup, c'était nous parions sur le journalisme. Alors vous disiez, on parie sur le journalisme, il faut essayer de réduire les plaintes abusives contre les journalistes, les slaps, oui, c'est très bien, très très bien. Mais parions sur le journalisme digne de ce nom, encore un peu plus. En tout cas, RSF, évidemment, c'est ce qu'on vous propose de faire. Ça veut dire quoi? 1, avec Russie Liberté, avec d'autres partenaires, à partir de cette loi scélérate du Kremlin du 4 mars 2022 et de l'exode massif des médias russes indépendants qui prennent le chemin de l'exil, il y en a qui sont ici parmi nous, au maximum, les soutenir pour qu'ils arrivent ici et qu'ils parviennent à faire ce que tous voulaient faire, reprendre leur boulot, reconstituer leur rédaction pour continuer à toucher leur audience en Russie. Évidemment fondamentale. Audience qu'ils et que nous avons approximativement mesurée, qui n'est pas négligeable à l'heure de la lutte contre la désinformation et les ingérences malveillantes. Quel atout, quel antidote que ce journalisme, et quelle galère pour y parvenir, quelle galère ils et elles rencontrent pour continuer à faire leur boulot, y compris ici. Alors bon, progressivement, ça avance. Bon. Deuxièmement, les soutenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous, on a inventé un système de miroir. Si vous pouvez accéder à RT sur Google, c'est parce que RT utilise des miroirs. Bon, nous aussi, on a créé, bien avant RT, un système de miroirs qui fait que, par exemple, l'année dernière, pour 25 des 50 médias russes indépendants en exil, qui avaient leur compte Internet bloqué, leur site Internet bloqué, ou le site de leur application, on a créé des miroirs. Quand je dis des miroirs, c'est-à-dire que, par exemple, pour Medusa seulement, en 2023, on a créé 5000 miroirs. 5000, parce qu'à chaque fois qu'on crée un miroir, il est ciblé, et on a créé une technologie qui permet pour l'instant d'aller plus vite dans la création de notre miroir que le censeur et son blocage. Voilà. Pour l'instant, ça tient, et ça veut dire concrètement, Medusa, c'est 400 000 visiteurs uniques par mois sur cette statistique, sur son site internet, sans compter son application. Troisièmement, avec le comité d'Hydro, ici représenté par mon ami André Lange, notre ami André Lange, RSF a eu une idée complètement folle. On s'est dit, mais pour atteindre leur audience en Russie, il faut quand même démultiplier les moyens, parce que YouTube risque de fermer du jour au lendemain, parce que. Et si on créait un bouquet satellitaire, c'est avec Christophe Deloire, on a vu cette idée, on n'y connaît rien en satellite, on s'est dit, ok, on prend notre tournevis, on essaie de voir ce qui se passe dans l'espace, et bon, ça a été une aventure, c'était loin d'être évident, mais enfin, on y est parvenu en mars dernier, le bouquet satellitaire a été lancé, avec, je crois qu'on est à Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Bon, c'est pas, nous on a juste les idées, celles et ceux en réalité qui font le boulot, c'est les 12, je crois, à date, médias
qui sont dans le bouquet. On va monter le plus possible. Hein. On cherche d'ailleurs des financements parce que tout ça a un prix. Mais enfin, ça fonctionne et ça permet, cette liaison qu'on a trouvée, ça permet de toucher 5,5 millions de foyers à l'ouest de la Russie, donc 25 millions de personnes, tout le Bélarus et l'Ukraine, et en particulier les territoires ukrainiens occupés, sur les télés de moins de 8 ans. Il n'y a rien à faire, il suffit juste d'actualiser le scan. Ce sera difficile de mesurer l'audience, on essaye de se préparer à tout ça, mais en tout cas, ça existe et on offre l'information digne de ce nom, l'information journalistique de confiance de cette façon. Mais ce n'est pas suffisant, Cécile, et je termine avec un point si je peux me permettre. Les plateformes. Les plateformes. Mais voilà, bon, c'est pas suffisant parce que là, on a quand même le sentiment de ne faire que courir après le train. Hein. C'est comme quand on se dit, dans le rapport de la commission d'enquête, vous dites bien, il faut renforcer l'éducation non seulement aux médias, mais l'éducation à Internet, à l'école, au collège. Oui, et ça commence à se faire de plus en plus. Il faut que les médias développent le fact-checking. Mais bien sûr, et regardez, ça se fait de plus en plus. Regardez, écoutez, hein, on voit bien. Mais quand... Et d'ailleurs, la fausse vidéo de la BBC sur la fausse enquête de RSF avec moi, elle a été l'objet d'un reportage de fact-checking de l'AFP, très bien fait, qui est sorti 2 semaines plus tard. Entre-temps, la fausse information a produit son effet social, son effet politique, bien sûr. Donc il faut des réponses systémiques. Et nous, ce qu'on soutient, ce qu'on a soutenu devant la commission d'enquête, Constance, qu'on a soutenu devant la commission d'enquête du Sénat, complémentaire, qui a rendu son rapport en juillet. C'est très intéressant parce qu'on est 1 an plus tard, et 1 an plus tard, on sent que les choses ont aussi encore mûri. Il y a les 2 rapports de la commission Inger du Parlement européen, et il vient d'y avoir, il y a quelques semaines, les rapports des États généraux de l'information. Ce qu'on voit, c'est que tous ces rapports convergent sur un point fondamental. Ces plateformes, tant qu'on leur demande avec politesse de prendre telle ou telle mesure pour essayer de faire autre chose que des retraits de contenu. Elles aiment bien les retraits de contenu, c'est leur truc. D'ailleurs, c'est très important, les retraits de contenu aussi. Hein. Faut pas, sur les contenus illicites, c'est important de pouvoir leur enjoindre de retirer ce qui ne doit pas être protégé par la liberté d'expression. Bon. Mais si on leur demande de faire un peu plus, c'est-à-dire, par exemple, de mettre en avant les médias dignes de ce nom, hein, ceux qui sont certifiés, par exemple, ce qu'on a créé avec des médias, on a créé, c'est de l'autorégulation, une norme, ça s'appelle l'initiative pour la confiance dans le journalisme, la Journalism Trust Initiative. C'est une norme de type ISO, ça marche très très bien maintenant dans 85 pays, il y a plein de médias qui se sont appropriés pour être certifiés, et ce petit certificat, c'est pour nous en réalité, hein, c'est pas pour eux. C'est pour nous, c'est pour que nous, citoyens, on se dise quand on ouvre notre écran, ah bah tiens, là il y a une certification de JTI, ah ça je peux regarder parce qu'ils s'astreignent à des méthodes, à des exigences journalistiques, ils engagent leurs responsabilités. C'est ça ce que ça veut dire la certification, c'est jamais sur les contenus. Ce qu'il faut, c'est imposer ça aux plateformes. C'est ça l'enjeu, c'est une obligation faite aux plateformes d'amplifier les sources fiables d'informations identifiées sur la base de normes comme la JTI. Ça, c'est l'enjeu impératif, la réponse systémique sans laquelle on va continuer de courir après le train. Merci infiniment. Et les choses avancent effectivement. Elles avancent aussi, je dirais, sur le plan des esprits et des législations. Alors, moi, maintenant, j'en viens à nos 2 derniers invités. Et en fait, je vais les prendre en groupe, hein, ce qui était dans le mail que je vous avais adressé avant. Je vais les prendre en groupe. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent en groupe, en fait. Donc, vous avez Rudi Reichstadt, que vous connaissez tous, qui est politologue, qui est fondateur et directeur du site Conspiracy Watch. Et je vous invite à regarder ce site. Qui est auteur aussi dans Franc-Tireur, et donc Tristan Mendes France, qui est enseignant en sciences de l'information et de la communication, et qui est auteur de livres, auteur de films, sur des questions assez brûlantes, l'extrême droite, la peine de mort, l'avortement, etc.,
et contre les discours de haine en ligne, et qui étudie donc avec Rudy le complotisme, notamment sur Conspiracy Watch. Et Rudy, en particulier, c'est juste entre parenthèses, écrit un livre, enfin plusieurs livres, dont Au cœur du complot en 2023, qui montre, c'est pas ton meilleur livre, mais c'est un livre qui montre, non, mais qui est extrêmement intéressant. C'est pas le meilleur parce qu'il y en a encore mieux. Je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est en fait qui montre comment une personne qui dénonce ce type de rassemblement où on a Philippot qui reprend les anti-vax du Kremlin, etc., se heurte à des attaques absolument quand même monstrueuses. Et je veux dire, la première chose que vous dites dans la commission, c'est qu'il faut défendre les lanceurs d'alerte. C'est extrêmement important parce que ce livre est quand même assez monstrueux. Je pense que tu es une des personnes les plus attaquées, encore maintenant, même si par différents comploteurs, différentes personnes à droite et à gauche, et que c'est quelque chose qui doit être pris en compte. C'est-à-dire que c'est un combat qui coûte très cher à certains. Alors, Conspiracy Watch est également très très soutenu par d'autres, et la preuve c'est que vous avez fait un appel de fonds pour les frais juridiques. Je veux dire, effectivement, ça allait de procès en procès, et que les fonds ont été ramassés très vite. Mais il faut prendre ça en compte, c'est-à-dire que les lanceurs d'alerte ont besoin du soutien de la société. Parce que ils s'en prennent, j'irai plein la figure, et le jour où il y aura un suicide, pas toi, hein, mais je dirais, on pourra le comprendre. Donc, moi, je voudrais vous demander un petit peu à tous les deux, puisque vous suivez justement ces discours de complotistes sur les vaccins, sur Canon. Je veux dire, moi, j'ai découvert Canon avec vous. Je veux dire, un truc, les platistes, la Terre est plate. Je veux dire, bon, non, mais je veux dire. Il y a vraiment une défaite de la rationalité à ce niveau-là. Quelle évolution vous voyez, de votre point de vue, dans la propagande du Kremlin? Quels sont les liens que vous voyez justement avec cet univers conspirationniste complètement démentiel, les canons, les qui sont quand même ceux, on en revient là, qui sont montés à l'assaut du Capitole après la défaite de Trump. Donc c'est qu'est-ce que vous voyez, et est-ce que vous, je rappelle que vous collaborez à Franc-Tireur qui avait fait sa une, là, ni le RN ni LFI. Est-ce que vous voyez justement aussi une proximité entre, par exemple, la LFI, pour ne pas la nommer, et les rumeurs lancées par les moyens qu'on vient de voir, par le Kremlin? Donc, je vous laisse la parole comme vous voulez. Alors, on va prendre celui-là. Bonjour, il ne reste pas beaucoup de temps. Merci pour votre invitation, pour cette initiative, mais très rapidement, plusieurs choses. D'abord, sur les attaques dont nous faisons l'objet, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, ça passe évidemment par du harcèlement judiciaire, par des procédures type bâillon. Il y a quelques années, par exemple, on sait qu'un avocat qui se trouve être apparu dans 2 procédures bâillon contre moi pour défendre un complotiste belge qui s'appelle Michel Collomb, puis pour défendre un blogueur français qui s'appelle Olivier Berruyer, était aussi l'avocat de RT. Et au moment où ce fameux Olivier Berruyer a lancé plus d'une quinzaine de procédures contre des intellectuels, contre des journalistes, contre toi, des universitaires également, il avait le même avocat qui se trouve être aussi l'avocat de RT. Donc je ne trahirai pas la confidentialité de mes échanges avec certains avocats de ceux qui étaient attaqués, des prévenus à l'époque, mais l'un m'a dit très clairement qu'il pensait, sans pouvoir le prouver, que RT, le Kremlin, faciliter ce genre de harcèlement judiciaire. Voilà, parce que pour qu'une seule personne prenne à charge 17 procédures, il faut savoir qu'il les a perdues. Michel Collomb a perdu en première instance et en appel. Olivier Berruyer a perdu en première instance et en appel récemment, c'était il y a seulement 2 semaines. Donc on s'en réjouit, mais c'est 7 ans de procédure. C'est des frais d'avocat qui traînent pendant des années. Il faut pouvoir assumer ça. Ça veut dire aussi ne pas se priver parfois
télescoper le travail de ces avocats par des prises de position et des enquêtes sur les gens qui nous attaquent. Donc ça veut dire que ça marche en fait un peu, les procédures Bayon, ça nous dissuade en réalité de parler de ces gens-là, ça nous épuise, ça sert à ça, enfin on est dans une guerre d'attrition très très classique. Et puis pour dire un mot de la manière dont on est aussi attaqué, Conspiracy Watch singulièrement par des intérêts russes ou liés à la Russie ou liés au Kremlin. On a parlé des opérations doppelganger. On sait que le nom de domaine Conspiracy Watch, avec une extension, d'autres extensions ont été acquis récemment. On a été prévenu directement par Viginum, d'ailleurs, sur ce point. Donc on sait qu'on pourrait faire l'objet, à l'avenir, d'une opération de type doppelganger, c'est-à-dire un site sosie, un site clone d'une autre, avec des contenus qui n'émanent pas de nous. Frontier, le média pour lequel je travaille, où j'ai une petite chronique hebdomadaire, a aussi fait l'objet de couvertures détournées pour lui faire dire le contraire plusieurs fois. Donc doppelganger. 2, le réseau Portal Combat qui a été mis au jour par Viginum. On sait qu'il y avait tout un réseau de portails intitulé Pravda, Pravda-FR, m'a visé, moi, nommément, personnellement, il y a 1 an ou 2, je ne sais plus exactement. Dernier point, une fondation en France, qui est basée également, je crois en Angleterre, mais en tout cas en France, elle s'appelle la Fondation pour lutter contre l'injustice. Beau programme, a priori. Il se trouve que c'est une fondation financée par Yevgeny Prigojine, en tout cas à l'époque, et qui, en gros, estimait qu'elle avait un travail en lien avec les organisations de défense des droits de l'homme. Elle citait même Amnesty, en réalité elle ne travaille pas du tout avec Amnesty, pour lutter contre les injustices policières et judiciaires ici, en France et en Europe en général. Donc l'idée, c'était vraiment, là aussi, d'accentuer sur les points de division de nos sociétés, puisque on sait que la Russie finance aussi des partis d'extrême droite, des médias d'extrême droite, ou en tout cas est très cohérente avec ça. Et la Fondation pour lutter contre la justice avait fait tout un papier sur nous, expliquant que nous, Conspiracy Watch, nous étions en fait une émanation de l'Élysée, directement de l'Élysée. Voilà. Et ça avait été écrit comme ça, noir sur blanc, dans une lettre ouverte qui nous avait été adressée. Un point, je suis désolé de prendre les questions et de rebondir de manière un peu décousue, mais un point sur le DSA, le Digital Services Act. C'est un texte qui, dans quelques jours, sera d'application, s'agissant des grandes plateformes comme X, depuis 14 mois, puisqu'il est rentré en vigueur le 25 août 2023, je parle sous votre contrôle. On sait que X a fait l'objet de l'ouverture d'une enquête en décembre 2023. Le portage politique, vu de l'extérieur, les simples citoyens que nous sommes, eh bien, il était assuré par le commissaire Thierry Breton. Thierry Breton est parti et aujourd'hui, ce texte-là n'a produit aucun effet concret, coercitif, contre une plateforme dont on sait qu'elle est détenue par un milliardaire qui aujourd'hui fait ouvertement campagne pour un leader populiste, Donald Trump, pour ne pas le nommer, qui a une empreinte complotiste en ligne démente. On va bientôt en parler avec Tristan à la radio. C'est un problème. Donc, pour déjà déflorer la question des solutions, il y en a beaucoup sur la table dans votre rapport, Madame la députée, dans le rapport Bronner auquel j'avais participé et qui a été remis au président de la République en janvier 2022. Les recommandations, les pistes de solutions ne manquent pas. Ce qui manque, selon moi, aujourd'hui, c'est une détermination, une volonté politique, un portage politique pour enfin tordre le poignet de ces plateformes qui sont en train de détruire notre démocratie. Ce texte, le DSA, il mérite d'être salué parce qu'il a le mérite d'exister, mais il arrive tardivement. En 2023, et aujourd'hui, il n'a pas encore produit ses effets. Qu'attendons-nous ? On attend de sortir définitivement de la démocratie libérale telle qu'on la connaît, en tout cas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour ensuite se dire « Ah mais il aurait fallu faire quelque chose ». Il n'est pas normal que des milliardaires que personne n'a élus imposent leurs lois à nos démocraties. Si nous devons réorganiser les libertés publiques, les libertés d'expression, placer le curseur à un autre endroit, c'est à nous de le décider souverainement. Donc je crois qu'il y a un sujet là qui engage l'existence même, à court terme, de nos démocraties. Oui, là, j'approuve aussi. Merci pour l'invitation. Je rebondis simplement sur ce que disait Rudy. Évidemment, on travaille effectivement en binôme, donc je vais peut-être dire ce que tu n'as pas eu le temps de dire, ou peut-être faire une ou deux remarques qui, moi, me semblent assez intéressantes.
La première chose, oui, alors sur le DSA, j'approuve évidemment ce que tu viens de dire. Le temps, la dynamique européenne n'est pas le temps de l'urgence dans laquelle on est aujourd'hui, notamment vu l'écosystème informationnel dans lequel on est, qui est une opportunité absolument dingue pour la propagande russe aujourd'hui. Et j'aimerais insister peut-être sur 2 points qui vont faire écho à ce que disait David Chavalarias de façon beaucoup plus étayée que ce que je vais vous lire, mais moi c'est en tant qu'observateur et de ce qu'on peut voir un peu en ligne. Il n'y a pas de doute aujourd'hui qu'on est sur une sorte de marché global de la désinformation, un marché global de la propagande, hein. Et ce marché global, évidemment, il a une visée plus particulière. Il va évidemment être plus délétère, ce marché global des informations, lorsqu'on est une société ouverte, évidemment, comme les nôtres. Ce marché global, il est absolument fascinant, en tout cas à observer, parce que aujourd'hui, pour ce qui est des éléments de langage de la propagande russe, hein, pour les éléments que nous on a pu voir circuler, qu'on a pu suivre dans leur diffusion, pour certains cas, j'ai la sensation que parfois la Russie n'a pas beaucoup à pousser certains contenus. On a pu suivre des éléments de désinformation, par exemple liés aux biolabs en Ukraine. Ces laboratoires mystérieux, secrets, qui auraient été peut-être à l'origine du Covid, qui se situaient, soi-disant des laboratoires militaires américains, qui se situaient en Ukraine, tout ça totalement faux. Ces informations ont eu une circulation planétaire absolument folle. On les a vues, on a eu des empreintes de ces éléments jusqu'au Japon, un peu partout autour du monde, et qui sont venus s'échouer évidemment sur les rivages français et ont été moultement relayés par des influenceurs d'extrême droite français. Je crois que Philippot, sans trop me tromper, a probablement relayé les biolabs. Bon bref, donc j'ai la sensation qu'en fait la Russie n'a que à mettre à disposition, dans cet écosystème de l'information travaillé essentiellement par les réseaux sociaux aujourd'hui, à mettre à disposition du contenu et laisser, ce qui est intelligent, des éléments locaux se l'approprier, des influenceurs locaux se l'approprier pour eux-mêmes, après, relayer ce contenu auprès de leur auditoire local. C'est beaucoup plus efficace. On a eu il y a quelques jours, il y a quelques semaines, des cas absolument faramineux. On a vu aux États-Unis des influenceurs très puissants de l'alt-right américaine qui étaient financés par une boîte obscure, Tenet, dont on a découvert en fait qu'elle était financée en partie par des agents russes, des gens qui travaillaient pour Russia Today. Les influenceurs eux-mêmes se sont défendus en disant « Non, mais on ne savait pas du tout ». Et c'est peut-être vrai. Mais ils ont été soutenus et payés par cette boîte simplement parce que leur discours était en accord, évidemment, avec la propagande russe. Ce qu'eux relayaient était en phase, en synergie avec la propagande russe. Bon. Donc, la Russie n'a pas trop à pousser. Je pense qu'elle a surtout à aider financièrement éventuellement, indirectement, mais simplement mettre à disposition. Deuxième exemple, rapidement. Tucker Carlson qui invite sur son émission sur X, après avoir été viré de Fox News, sur X, qui invite Poutine, des audiences absolument dingues. Et personnellement, je ne suis même pas certain que Tucker Carlson ait été en quoi que ce soit pressé, financé, poussé d'une certaine manière pour avoir Poutine sur son plateau sur X, avec des dizaines, peut-être des centaines de millions de vues. Donc je crois que moi, ce que je trouve assez vertigineux, c'est qu'aujourd'hui, la Russie n'a même pas véritablement à pousser. Elle a déjà des communautés, notamment complotistes et d'extrême droite, dans les pays occidentaux, qui sont déjà en phase, déjà en amont, idéologiquement, avec ce que pousse Poutine aujourd'hui, sur la posture de la figure autoritaire, sur l'ultranationalisme, sur le discours anti-LGBT. C'est totalement raccord avec ce que pense déjà une partie de l'extrême droite internationale. Donc il y a déjà une sorte d'accord de principe sur le fond idéologique. Et par conséquent, évidemment, tout ce que peut relayer la Russie va être plus facilement régurgité, j'insiste là-dessus, par des influenceurs locaux. C'est ça qui est le plus efficace. Quand Tucker Carlson fait son émission et 100 millions de vues, ça vaut toutes les campagnes d'influence qu'a pu faire, des barbouzeries numériques qu'a pu faire la Russie en ligne. Là, on avait des centaines de millions de vues, acclamées. Bref, donc ça, c'est déjà beaucoup plus efficace. Deuxième chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est sur
cet écosystème de l'information aujourd'hui dans lequel on est tous plongés, donc travaillé par les réseaux sociaux. Je rappelle que les réseaux sociaux sont la porte d'entrée des plus jeunes générations au niveau planétaire, de la porte d'entrée à l'information, c'est donc la fabrique de l'opinion des enfants de demain se feront à travers les plateformes sociales. 4 milliards d'utilisateurs de plateformes sociales aujourd'hui, enfin plus de 60% je crois, ou 50-60% des humains utilisent ces plateformes sociales. Ces plateformes sociales sont évidemment travaillées par des algorithmes. Mais ces algorithmes, on ne les trouve pas que sur les plateformes sociales. Sur les plateformes sociales, elles ont tendance à accélérer le pire, en gros les extrêmes, quels que soient les extrêmes d'ailleurs, d'où que ça se place, parce que les extrêmes, ceux qui produisent du contenu, les extrémistes produisent d'ailleurs plus de contenu que la majorité des gens qui consomment l'information et qui sont moins producteurs, parce qu'ils ne sont pas mus par un sentiment d'urgence ou de militantisme fort. Donc bref, on a un espace informationnel phagocyté par les extrêmes, en général, et les algorithmes. Alors pourquoi j'insiste sur les algorithmes? Je vais vous donner juste un tout petit exemple qui, moi, me rend dingue. En France, aujourd'hui, si vous tapez, par exemple, le mot « Ukraine » sur le site de la FNAC, faites-le là, maintenant pour ceux qui ont des téléphones portables, faites la recherche du mot « Ukraine » sur le site de la FNAC ou sur Amazon. Dans les premiers résultats que vous allez avoir, je crois que pour la FNAC c'est le premier résultat, vous avez un bouquin de Moreau et Xavier Moreau et le député d'extrême droite donc en tout cas un bouquin de Xavier Moreau qui est donc un militant d'extrême droite qui est en Russie actuellement et qui relaye toute la propagande russe. Qui intervient dans l'émission de Vladimir Solovyov. Oui, et qui intervient aussi souvent sur RT. Et donc le premier bouquin qui apparaît sur la recherche de la requête du mot Ukraine, c'est un bouquin qui relaye la propagande russe. Pourquoi je vous parle des algorithmes? Parce que ce sont les algorithmes, ce n'est pas la FNAC qui a mis ce bouquin en une des résultats, ce sont les algorithmes. Thierry Mariani, voilà, c'est un bouquin de Thierry Mariani. Donc là, il y a vérification, hein, c'est fact-checking en direct. Sur le site de la FNAC, le premier résultat, c'est un bouquin de Thierry Mariani et de Moreau, qui est ensemble, ouais, et qui relaye la propagande russe. Ce travers, là, ici, ce travail des algorithmes vient, en fait, perturber ou vient déformer la réalité de ce que représente l'audience naturelle de ce bouquin. C'est un push algorithmique totalement artificiel, qui ne correspond pas à la réalité du débat sur le sujet de l'Ukraine, même ne serait-ce qu'en France, sur les sondages, sur les questions de la guerre en Ukraine. Eh bien, les algorithmes de la FNAC, comme les algorithmes d'Amazon, comme de nombreux algorithmes, vont faire remonter les bouquins les plus clivants, sur lesquels il y a le plus d'engagement, sur lesquels il y a des communautés militantes derrière, de fortes communautés militantes. Et cette empreinte, ce foisonnement, si vous voulez, militant d'extrême droite essentiellement, fait remonter avec les algorithmes sur des plateformes de consommation culturelle grand public comme la FNAC ou Amazon, fait remonter la propagande poutinienne. Cette déformation liée aux algorithmes dépasse les plateformes, la question des plateformes sociales, mais interroge même des plateformes franco-françaises comme la FNAC sur leurs pratiques informationnelles dans cet écosystème totalement bouleversé de l'information, travaillé à la fois par les réseaux sociaux, mais également par les algorithmes. Merci infiniment. On va s'arrêter là avant que Madame Prokopieva, je dirais, nous envoie des avions au papier. Est-ce qu'on a le temps pour une ou deux questions? Non, je suis vraiment désolée. Juste mais une chose. non, Moi, je voudrais quand même dire une chose et ensuite vous pourrez vous adresser aux uns et aux autres pendant la pause s'il y en a. C'est ça. Juste une chose. Je pense que dans cette histoire, effectivement, tout le monde l'a dit, c'est une lutte pour la démocratie. C'est-à-dire que chacun doit s'engager à son niveau. Quand on est enseignant, on a une responsabilité vis-à-vis des jeunes qu'on a devant nous. Quand on est journaliste, on a une responsabilité vis-à-vis des journaux. Quand on est parlementaire, on a une responsabilité. Quand vous êtes parent, bien sûr, les russophones, les Russes qui venaient d'arriver, votre parole a aussi un poids sur justement la situation en Russie, la situation en Ukraine. Alors je sais bien que vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, un peu déboussolés en vous disant, je veux dire, tout le monde le serait à votre place, vous disant où est notre place, qu'est-ce qu'on fait, comment on va vivre, de quoi on va vivre, etc. Vous avez aussi, vous savez, on parle beaucoup de responsabilité.
Alors, la responsabilité sur la guerre, c'est une chose. Vous avez une responsabilité pour faire comprendre aux Français, aux Européens, aux Espagnols, aux Portugais, là où vous vivez, je dirais, en quoi consistent ces mensonges du Kremlin. Vous avez une responsabilité pour faire comprendre que non, les Russes ne sont pas tous d'accord avec ce que dit le Kremlin, parce que ce que dit le Kremlin, c'est faux et mensonger et agressif. Et il faut, je crois, que chacun joue son rôle à tous les niveaux. Et la démocratie l'emporte toujours, au bout du compte, mais des fois, c'est un peu pénible. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.